Salut, vous écoutez Guerrière par Moni Show, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de devoir conjugal. Et là, je vous entends déjà me dire, ben voyons, Maud, le devoir conjugal, c'est une affaire de 1900 tranquille quand les prêtres forçaient les gens à avoir des relations sexuelles pour faire des bébés. C'est fini, ce temps-là. Oui, mais non. Imaginez, vous êtes chez vous un soir, super brûlé de votre journée, vous couchez, vous lisez quelques pages de votre roman, vos paupières deviennent lourdes, vous déposez votre livre, vous fermez la lumière, vous vous couchez sur le côté, vous allez vous endormir, et là vous sentez le souffle chaud de votre chum dans votre cou. Votre corps se tend et vous vous demandez ce que vous allez faire. Vous savez ce qu'il veut, vous savez très bien ce qu'il veut, mais vous êtes fatigué, vous avez pas le goût. Puis là, peut-être que vous essayez de vous stimuler l'envie. J'ai-tu le goût? Peut-être que je pourrais avoir le goût. Puis là, vous pensez peut-être même à quelque chose de cochon, là, dans l'optique de stimuler votre libido. Ou pas du tout, parce que vous êtes beaucoup trop fatigué. Mais il vient fort probablement la question après, ça fait combien de temps donc qu'on a fait l'amour? Et là, vous faites vos calculs. Et si ça fait longtemps, il y a des bonnes chances que vous disiez, ah, ouais, je pense qu'il est dû. Dû comme dans devoir conjugal. Aujourd'hui, on parle plus de devoir conjugal en soi la plupart du temps, mais plutôt de dette sexuelle. C'est comme la version 2.0 du devoir conjugal et ça consiste à devoir du sexe à son partenaire dans toutes sortes de contextes. Comme par exemple, s'il nous donne un cadeau. Si mon partenaire me donne un cadeau, je ressens que je devrais avoir une relation sexuelle avec lui. Si c'est la Saint-Valentin. Si on est allé passer la nuit à l'hôtel, on peut pas faire l'amour. Si ça fait longtemps aussi. Donc, tout ça sont des situations à l'intérieur desquelles on peut ressentir la pression de devoir avoir une relation sexuelle avec son partenaire, même si on n'en a pas envie. C'est quelque chose de vieux qui remonte effectivement du temps du devoir conjugal et on s'entend que dans la plupart des cas, pas tous, mais on peut quand même généraliser parce qu'on parle d'une majorité, c'est la fille qui écope de la dette sexuelle. Et pour conforter un peu tout le monde dans cette idée selon laquelle les femmes devraient du sexe aux hommes, on entend vraiment beaucoup de choses. Puis j'avais envie qu'on les nomme, ces affaires-là, aujourd'hui, puis qu'on les déconstruise, parce que ça a vraiment pas d'allure. La première, on l'entend moins, mais on l'entend encore, c'est « Oui, mais les hommes ont des pulsions sexuelles, ils n'y peuvent rien. » Le sous-entendu derrière ça, c'est que ça serait biologique, là, ça serait complètement incontrôlable, alors que ce n'est absolument pas le cas. Une pulsion, là, c'est pas un besoin vital, là, comme dormir et manger. Et même si dormir et manger sont des besoins vitaux, même si j'ai ben faim, je vais pas arracher le sandwich à la personne que je croise sur la rue. Cette idée selon laquelle les hommes ne pourraient pas se contrôler quand ils ont envie de sexe, ben, premièrement, au niveau des violences sexuelles, c'est complètement débile. Ça voudrait dire qu'aucun homme n'est responsable de ses actions ou de toute forme de violence sexuelle parce qu'il n'y peut rien, ce qui fait zéro sens, vous en conviendrez. Mais si c'était vraiment le cas aussi, si les hommes avaient des pulsions incontrôlables, ils pourraient pas être médecins, ils pourraient pas être profs, ils pourraient pas être éducateurs, ils pourraient pas être juges. Je veux dire, à la limite, il faudrait les enfermer quelque part parce qu'ils seraient dangereux avec leurs pulsions. Donc non, les hommes n'ont pas des pulsions incontrôlables. Ils peuvent avoir de très grandes envies qui sont plus difficiles à gérer, au même titre que moi, je vous dirais que quand j'ai envie d'un verre de vin un mercredi soir, même si je me dis que je bois pas la semaine, j'en arrache. C'est tough, mais je suis capable de m'en retenir. Et je suis capable de le faire sans rendre la vie dure et épouvantable à tout le monde. Et si je suis pas capable de le faire, ben je considère pas que c'est la faute des autres dans tous les cas. C'est moi qui ai une job à faire avec moi-même. L'autre affaire qu'on entend très souvent, c'est que les hommes ont des besoins. Et effectivement, les hommes, tout comme les femmes, by the way, ont des besoins. Mais je le nommais plutôt, le besoin de sexe n'est pas un besoin vital. D'un point de vue de la reproduction, oui. Si on veut que l'humanité ne meure pas, il faut se reproduire. Mais d'un point de vue de la vie de tous les jours, le sexe n'est pas un besoin vital comme manger, boire ou dormir. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas de sexe de toute sa vie n'en meurt pas. Peut-être qu'il a moins de fun, peut-être qu'il est moins heureux, peut-être qu'il est moins épanoui, mais il n'en meurt pas. Donc, ce n'est pas un besoin vital. Et ça, je trouve que c'est vraiment une notion qui est importante de comprendre parce que dans l'idée de la dette sexuelle, dans l'idée du devoir conjugal, on doit répondre à ce fameux et incontournable besoin de l'homme
contre lequel il ne peut rien. On peut même le jumeler à la pulsion sexuelle ici, là. Donc, non, on n'est pas là. L'envie de faire l'amour, le besoin d'avoir des relations sexuelles, je suis loin de nier son existence. D'ailleurs, il existe dans la vie d'autant d'hommes que de femmes, mais c'est pas un besoin vital. Ça veut dire qu'on peut vivre sans. On peut vivre sans toute une vie, mais on peut aussi vivre sans 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ça vous donne une idée. On se comprend. L'autre enfant qui est étonnant aussi avec ça, quand on dit les hommes ont des besoins, ben c'est comme si ce qu'on disait en même temps, c'est que les femmes en avaient pas, ou en avaient moins, ou que leurs besoins, sexuels ou pas, passaient après. Donc, un homme qui a besoin de sexe, ben son besoin est pas plus important qu'une femme qui a besoin de se reposer, elle, quand elle se couche le soir. Les deux se valent tout à fait, même qu'au niveau du sommeil, on est dans le besoin vital, alors que dans le besoin de sexe, on vient de le nommer, on ne l'est pas. Alors, cette idée de dire que les hommes ont des besoins, ça donne aussi l'impression que ces besoins-là doivent passer avant tout le reste, alors que si on s'y arrête une seconde, il n'y a aucune raison pour laquelle ça devrait être le cas. Une autre affaire qu'on entend souvent, c'est ben là, tu sais, si tu donnes pas assez de sexe à ton chum, si t'as pas assez de relations sexuelles avec, là, ça se peut qu'il aille voir ailleurs. Et ça me fait capoter. Premièrement, ça me fait capoter parce que ça renvoie la responsabilité de l'infidélité des hommes sur le dos des femmes. Parce que comme femme, t'as pas eu assez souvent envie de faire l'amour avec ton chum, il va sauter à la clôture. Puis ça sous-entend aussi que l'infidélité des hommes est inévitable, genre, et incontrôlable. C'est pas de leur faute, ils sont faits de même. Si on leur en donne pas assez, ils vont aller ailleurs. Puis je trouve que c'est très réducteur pour les relations, mais pour les hommes en soi aussi. C'est comme si t'étais pas capable de penser par eux-mêmes, de faire preuve de pensée rationnelle, puis de se dire, bon oui, j'aimerais ça faire l'amour plus souvent avec ma blonde, la sexualité c'est quelque chose d'important dans ma vie, mais je l'aime pour 1000 autres raisons, elle m'apporte sur tous ces plans-là aussi, et pour cette raison-là, bien sûr que non, je vais pas la tromper, je vais pas sauter la clôture si on est dans un contexte de relation monogame, parce que je tiens à elle, je la respecte, et j'ai envie de passer ma vie avec cette personne-là. Puis là, il y a du monde qui a cet argument-là, cette façon de voir les choses-là, disent « Ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faut régler le problème à la base, il faut choisir une partenaire qui a une libido similaire à la nôtre. » Et sur le papier, je suis complètement d'accord, c'est une bonne idée. Si vous pouvez partir sur la même base, tout du moins, tant mieux. Mais l'affaire, c'est que la libido, ça fluctue toute la vie pour les hommes et pour les femmes, et ça va être impossible d'avoir la même que sa partenaire pour tout le temps d'une relation. Ça se peut juste pas. La fatigue influence la libido, le stress, la maladie, les enfants, whatever ce qui t'arrive dans la vie, juste une journée différente d'une autre où ça te tente moins. Le clash va être inévitable à un moment ou à un autre. Il sera peut-être passager, il durera peut-être plus longtemps dans le temps, mais il va forcément se produire. Donc, dans la mesure où toi, tu as envie d'avoir une relation à long terme avec une personne, ben il faut que tu sois capable de te rentrer dans la tête qu'un jour ou l'autre, vos besoins sexuels ne seront pas forcément les mêmes, et c'est normal, et ça fait partie de la game. Et si tu pars avec l'idée que, ben non, toi, à minute que ta partenaire aura pas les mêmes besoins que toi, c'est sûr que tu vas la tromper, ben double, t'es peut-être juste pas fait pour la monogamie, là. Puis cette histoire de pression-là, qui repose bien souvent sur les épaules des femmes, ça va excessivement loin. Et ça nous montre à quel point, encore aujourd'hui, on continue de vivre dans la mentalité que les femmes doivent du sexe aux hommes, que les femmes doivent faire leur devoir conjugal. Prenez un couple qui sont ensemble depuis 2 ans, faisaient l'amour 3 fois par semaine, et là, la femme tombe enceinte, elle accouche, et après son accouchement, là, ça ne tente pas pantoute d'avoir de relations sexuelles. Ça ne tente pas après 1 semaine, on la comprend. Ça ne tente pas après 1 mois, on la comprend. Ça ne tente pas après 2 mois, on la comprend encore. Mais monsieur, lui, commence à faire de la pression parce que lui, il a envie de faire l'amour. Lui, il a des besoins. Et là, il commence à insister de toutes sortes de manières. Et là, la mère, qui est dans son rush hormonal épique, qui dort pas la nuit, qui apprend à cohabiter avec un petit bébé, souvent plus que le chum va le faire à cause du congé de maternité, ben elle se sent coupable de pas avoir de relation sexuelle avec son chum. Pensez-y. Pensez à ce qu'on demande aux femmes dans un tel contexte. C'est vrai en tout temps, mais ce contexte-là, je trouve que ça le met en lumière plus que tous les autres. Dude, ta blonde vient d'accoucher. Elle a expulsé un bébé de son vagin. Ça se peut qu'elle ait pas envie que tu mettes ton pénis dedans.
Donne-y un break, prends une grande respiration, retrouve un minimum d'équilibre dans la façon dont tu perçois les choses, puis slack-moi le oui, mais j'ai des besoins. S'il vous plaît. Et c'est vrai tout le temps. C'est vrai quand on vient de changer de travail, puis on est stressé, puis on a besoin de plusieurs jours, semaines ou mois pour s'adapter. C'est vrai qu'on vient d'avoir un bébé. C'est vrai quand on s'est disputé ce jour-là. C'est vrai quand ça nous tente juste pas aussi. Et cette pression de devoir répondre aux besoins sexuels de l'autre crée aussi un gros problème dans mon livre à moi par rapport au consentement. Parce que le consentement, dans les faits, il a besoin de 4 éléments pour être valide. OK? Il a besoin d'être réversible. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux retirer ton consentement. Il a besoin d'être éclairé. Ça veut dire que tu peux pas donner ton consentement quand tu es saoul ou quand tu es évanoui. Mais là, ensuite, il y a aussi besoin d'être enthousiaste. Ça veut dire qu'il faut que ça te tente. Si ça te tente pas vraiment, si l'autre a dû insister à outrance, ben t'as pas vraiment donné ton consentement. Et finalement, le consentement doit être libre. Donc, quand tu décides d'avoir un rapport sexuel avec ton chum parce que t'as peur de le perdre, c'est un peu comme si c'était sous l'effet de la menace. Donc, ton consentement n'est pas libre. Alors, cette dette sexuelle-là, ce devoir conjugal-là pose un énorme problème au niveau du consentement. Et le consentement, on sait que c'est à la base de beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, c'est quelque chose qui est très mal compris encore dans la société aujourd'hui. Selon les dernières stats, si je ne me trompe pas, là, c'était pas loin de 50% de la population qui comprenait pas bien c'était quoi le consentement. Et le fait de ne pas le comprendre est à l'origine d'une grande partie des violences sexuelles aussi. Donc, le sexe ne devrait en aucun cas de figure être une obligation. Le sexe, c'est supposé d'être un moment de partage, d'intimité entre deux personnes qui vont avoir du plaisir ensemble. Si tu le fais le moindrement parce que tu te sens obligé, on n'est pas là pantoute. Et c'est pas non plus parce que tu es en couple que tu as signé un contrat qui t'oblige à avoir X rapports sexuels par semaine ou qui t'oblige même à combler les besoins sexuels de ta partenaire. Pas du tout. Il n'y a pas si longtemps, on dit encore aux gens que la moyenne, là, ce qui était comme sain, normal, c'est d'avoir 3 relations sexuelles par semaine. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement démenti. Il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de gauge. Un couple peut faire l'amour 3 fois par jour, 1 fois par semaine, 2 fois par mois, 1 fois par 6 mois, dans la mesure où il est heureux. Ce n'est pas un problème. Et dans cette même optique-là, qu'un partenaire dise, par exemple, à sa partenaire, « Mais là, on fait vraiment pas l'amour assez souvent, c'est pas normal. » Il n'y a pas de normalité. La vérité, la chose qu'il devrait dire, c'est « Ben là, on fait pas l'amour assez souvent, j'aimerais qu'on fasse l'amour plus souvent. » Point. C'est ton besoin que tu nommes, pas la normalité. Il n'y a pas de normalité en matière de fréquence de relations sexuelles. Oubliez ça tout de suite. Et là, je vais sûrement casser vos cerveaux, même si je l'ai dit répété, là, mais je le dis officiellement, là. Une femme n'a pas à combler les besoins sexuels de son partenaire. De un, parce que les besoins sexuels ne sont pas vitaux. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, disent ou essaient de propager comme information, c'est pas vital, la sexualité. Tu souffriras pas de carences physiques, ta vie sera pas mise en danger si tu n'as pas de sexe. Mais au-delà de ça, en tant que femme, tu n'es pas responsable de son plaisir. Ça peut pas être ta responsabilité. Tu peux pas avoir signé pour quelque chose comme ça qui est complètement indépendant de ta volonté. Un homme adulte et rationnel est capable de gérer ses besoins sexuels et ses désirs sexuels. Ça se peut qu'il ait besoin d'un coup de main. Ça se peut que ce soit plus difficile pour lui, mais il est véritablement en mesure de le faire. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, si ses pulsions sont incontrôlables, ben c'est lui qui a besoin d'aide, c'est pas sa partenaire. Puis je vais aller plus loin avec ça. Moi, j'entends et j'ai vu souvent passer des histoires de couples qui vont consulter, souvent parce que madame a moins de libido que monsieur, par exemple. Et dans ces histoires-là, ce qui ressort régulièrement, c'est que on va consulter puis on va essayer de trouver des façons de stimuler le désir de madame. Mais pourquoi systématiquement vouloir stimuler le désir de madame? Peut-être que c'est le but du couple, peut-être que madame aimerait avoir plus de libido. Parfait. Mais si c'est pas le cas, si madame était bien de même, on peut-tu écrire ça à paix puis plutôt apprendre à monsieur à contrôler son désir, à vivre avec peut-être certaines tensions, certaines envies qui restent inassouvies et ou à trouver des façons de les assouvir par lui-même, sans forcément être infidèle, by the way. Ça se peut-tu pourquoi, par défaut, dans un couple où il y a une personne qui a plus de libido et une qui en a moins, c'est toujours la faute de celle-là qui en a moins. Moi, je trouve que ça crée une pression
vraiment insidieuses et désagréables sur les couples au niveau du désir sexuel, puis je trouve que c'est dommage. Dans bien des cas, je suis certaine même que ça l'altère encore plus la libido. Parce que là, t'as cette pression de dire « Ok, il faut que j'aie plus envie, ok, je vais essayer de me stimuler, ok, je vais essayer de penser de... » Puis finalement, il n'y a plus rien qui devient naturellement là-dedans, la pression devient super forte, puis ta libido, elle monte pas à 7 ans. Et là, qu'on se comprenne bien, là, je suis pas en train de dire que la sexualité, c'est pas quelque chose d'important dans le couple. Ça l'est dans la plupart des couples, autant pour les hommes que les femmes, d'ailleurs, et c'est bien correct, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal, c'est une façon de se reconnecter, de partager, qui va bien au-delà de la pénétration et l'éjaculation, by the way. Et justement parce que ça va bien au-delà de la pénétration et l'éjaculation, peut-être que ça pourrait être intéressant d'explorer d'autres sphères de l'intimité. Peut-être qu'on peut se caresser, peut-être qu'on peut s'embrasser, peut-être qu'on peut juste se coller puis se raconter notre journée. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire que d'avoir une relation sexuelle impliquant pénétration et éjaculation. Mais pour arriver à voir les choses de cette manière-là, à s'ouvrir à ces choses-là, ben il faut définitivement mettre la hache dans ce concept de l'homme a des besoins qui implique en fait que, la plupart du temps, pénétration et éjaculation. Et dans certains couples où la libido est trop différente, peut-être que le couple viendra à se séparer et que ce sera mieux pour lui, je dis pas le contraire. Mais cette idée selon laquelle le besoin sexuel doit impérativement être comblé systématiquement pour qu'un couple fonctionne, faut en finir avec ça. Et l'idée selon laquelle les femmes doivent répondre aux besoins sexuels des hommes pour que leur couple fonctionne et pour garder leur partenaire, ça aussi, il faut que ça s'arrête, ça n'a pas de bon sens. On finit avec une vision, une perception de la sexualité qui est complètement erronée à côté de la plaque et zéro saine. On n'est plus dans le plaisir, on n'est plus dans le partage, on est dans la grosse obligation sale, on est dans la dette sexuelle, on est dans le devoir conjugal. Moi, je peux vous dire que c'est des réflexions que j'ai depuis plusieurs années qui ont entraîné beaucoup de discussions avec mon chum. Mon chum qui, à l'origine, c'est pas parce qu'il est pas fin, c'est parce qu'il a intériorisé ça, parce que c'est l'info qu'il a reçue, considérait que, il fallait qu'on fasse l'amour, puis il fallait que j'aie envie de faire l'amour, parce que lui, il en avait envie. On est parti de là, puis beaucoup de couples partent de là. Puis je vous le dis, je le répète, je ne lui jette pas la pierre pour ça. On a grandi dans une société qui nous renvoie ce message-là. Mais il a fallu qu'on jase, il a fallu que j'y explique où j'en étais, il a fallu que je lui explique ce que je voulais plus faire, il a fallu que je lui explique le nombre de fois où j'avais fait l'amour avec lui que j'en avais pas envie, pour qu'à un moment donné, il s'assoie puis il fasse comme « Hey, tu sais, moi j'aime vraiment ça, faire l'amour avec toi, mais si t'as pas le goût, là, je suis capable là, de vivre ça, là. C'est pas la fin du monde. Je suis toujours bien pas pour te demander de te forcer. Je suis toujours bien pas pour te demander d'avoir une relation sexuelle avec moi si t'en as pas envie. Je peux pas croire que notre dynamique, la façon dont je voyais les choses, t'a amené là, t'a forcé à faire ça. Je t'aime puis je veux tellement pas que tu te forces pour faire l'amour avec moi. Et je vous cacherai pas que aujourd'hui, on fait l'amour beaucoup moins souvent qu'avant. Genre vraiment beaucoup moins. Mais quand on fait l'amour pour vrai, là. J'ai vraiment le goût. Je passe un petit beau moment et au bout de ce moment-là, mon cerveau enregistre une expérience positive qui me donne envie de la reproduire parce que c'est juste du gros plaisir, c'est juste du désir, c'est juste du partage et c'est vraiment super agréable. Et c'est là qu'il faut pouvoir aller. On devrait faire l'amour quand les deux partenaires en ont vraiment envie. Et là, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit « Oui, mais l'appétit vient en mangeant. » Je comprends. Ça m'est arrivé des fois d'entreprendre des relations sexuelles, puis au début, j'ai pas vraiment envie, mais le plaisir vient. Je comprends l'idée. Mais je peux pas concevoir quand même qu'on dit ça à quelqu'un. Tu sais, c'est comme si quelqu'un est assis devant un repas qu'il a pas envie de manger, tu sais, il a pas faim, il a zéro faim, puis on dit « Ah, tu vas manger ton steak, l'appétit vient en mangeant. » Mais non, il a pas faim, là. Je veux dire, on va pas y foutre le steak dans la gorge de force, là. Laissons-le tranquille. Donc, l'idée d'entreprendre une relation sexuelle quand t'en as pas du tout envie, pour moi, ça fait pas de sens. Après, est-ce que ça pourrait plutôt être, si ça tente, de juste, on se flatte, on jase, on est mollo, on verra où ça mène, mais sache que moi, je veux pouvoir arrêter à tout moment. Ça peut être ça. Est-ce que ça peut engendrer de la frustration masculine, de se faire dire à un moment donné « Ah non, ça me tente pas, non, ça me tente pas à soir » ou en cours de moments d'intimité « Ah non, là, j'ai pas envie de faire l'amour, j'aimerais qu'on s'arrête là », tout à fait. Je suis désolée de ça, les boys, c'est plate, mais il va falloir que vous appreniez à vous faire dire non, parce que ça fait partie de la vie, et que les femmes n'ont pas toujours à vous dire oui, et que la frustration que vous vivez, ben c'est à vous.
d'apprendre à la gérer. C'est pas à nous, les femmes, à la recevoir. Imaginez dans n'importe quel autre contexte, personne ne se permettrait d'agir de même. Dans le cas, exemple, où mon chum a envie d'aller au cinéma. Il a vraiment envie d'aller au cinéma, puis il me dit « Hey, tu voudrais-tu aller au cinéma? » Puis je dis « Non, ça me tente pas. » Il va pas me bouder pendant une demi-heure. Même affaire s'il veut m'inviter au restaurant, même affaire, whatever, quoi. Il y a aucun autre contexte dans la vie ou dans une relation saine entre deux personnes rationnelles. On va se fâcher parce qu'une personne nous dit non. On peut être un peu déçu, c'est toujours plate. C'est une forme de rejet jusqu'à un certain point aussi dans le contexte d'une relation sexuelle. C'est dur de ne pas se sentir rejeté. Mais pourquoi on se sent rejeté? C'est parce qu'on pense que c'est de notre faute, c'est parce qu'on pense que ça nous est dû, c'est parce qu'on pense que c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez désirable. On oublie juste que ça se peut simplement que la personne, ça ne tente pas. Il faut respecter sa limite, il faut respecter son désir, c'est tout ce qu'elle nomme. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui ont de la misère à se faire dire non. Je me souviens, moi, de l'avoir fait plus jeune, ça. D'avoir invité là, un gars à coucher chez nous, là, après être sorti au bar, puis là, on arrive chez nous, puis là, on s'embrasse, puis là, c'est le fun, tu sais. Puis là, à un moment donné, on est couché, puis je fais « Ça me tente plus. Ça me tente vraiment plus. » Puis j'ai dit « Hey, excuse-moi, mais... » Tu sais, tu peux rester dormir ici, puis tout, on peut jaser, mais ça me tente plus. Et le gars était là... Écoutez, ce que je vous parle, ça fait 20 ans, là. Mais le gars était tellement fâché. Puis je me souviens qu'il m'a dit, ben là, ça se fait pas. Ça se fait pas, Maude. Tu peux pas commencer quelque chose de même avec moi puis arrêter dans le milieu, là. Ça a pas de bon sens, là. Ça a vraiment pas d'allure, ce que tu fais. C'est vraiment irrespectueux. Il m'a dit que j'étais irrespectueuse. C'est pas... Tu sais, je veux dire, c'était pas un piège dans lequel je l'ai fait tomber, là. Quand on était au bar, on avait du fun. Quand on est revenu, on avait du fun. Puis je savais pas jusqu'où je voulais aller, mais c'était pas tant important pour moi dans la mesure où on pouvait s'arrêter. Puis dans tous les cas, je pensais bien vouloir finir avec une relation sexuelle complète, tout le kit. Mais à un moment donné, je suis comme fait, ça me tente plus. Et là, c'était irrespectueux de ma part de ne pas avoir envie d'aller plus loin. C'est souvent là aussi où on traite les filles d'agaces. Mais je le répète, le premier ingrédient du consentement, c'est qu'il soit réversible. On peut s'arrêter à tout moment. Et c'est pas parce que j'ai dit oui pour t'embrasser, c'est pas parce que j'ai dit oui pour enlever mon gilet, c'est pas parce que j'ai dit oui pour que tu me taponnes les seins que je dis oui pour le reste. Jamais on se commet à ce reste-là. Ça, c'était ma parenthèse sur le consentement, mais c'est aussi ma parenthèse sur tu as le droit d'arrêter ta relation sexuelle dans un one night, mais aussi avec ton chum à tout moment. Il faut qu'il comprenne. Évidemment, tu dis pas « Hey, là, arrête, là! C'est fatigant! » Mais ça te tente plus. « Hey, tu sais-tu quoi? J'aimerais ça qu'on arrête, je suis plus bien ou ça me tente plus. » Vous allez sans doute vous-même, en tout cas moi, quand ça arrive, je ressens encore à ce jour beaucoup de culpabilité. Pourquoi? Parce que j'ai intériorisé que je devais aller jusqu'au bout, j'ai intériorisé que je devais répondre aux besoins de mon partenaire et autres. Mais dans les faits, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Et je vais aller plus loin. Non seulement il faut apprendre à le faire, il faut apprendre à nos hommes, à nos garçons à le recevoir, mais il faut s'assurer d'être le modèle qu'on a envie pour nos filles. Est-ce qu'on a envie que nos filles aient des relations sexuelles dont elles n'ont pas envie parce qu'elles considèrent qu'elles sont responsables des besoins de leur partenaire? Est-ce qu'on veut que nos filles continuent une relation sexuelle quand elles sont pas bien, quand elles ont de la douleur, quand elles sont mal à l'aise, quand elles n'ont plus envie, parce qu'elles ont intériorisé que quand on donne son consentement à une relation sexuelle, on le donne jusqu'au bout? Non. Pour toutes ces bonnes raisons-là, il faut impérativement finir avec le devoir conjugal. Il faut impérativement finir avec la dette sexuelle. Parce que le sexe, c'est assurément un moment de plaisir, un moment de partage, mais en aucun cas un besoin à combler au moment où on n'en a pas envie. Jamais, dans aucune circonstance. C'est ce qui complète cet épisode sur le devoir conjugal et la dette sexuelle. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à m'écrire. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube et mon compte Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bye!